en manchette, les liens entre TACT et Promotion Saguenay continuent de faire jaser, les enseignants mécontents se font remarquer et à la veille de la Saint-Valentin, les commerçants sont prêts pour une grosse journée. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du jeudi 13 février 2020. 6 membres de l'Agence des relations publiques TACT, dont Promotion Saguenay a octroyé 42 000 $, se retrouvent sur le registre des lobbyistes du Québec avec un mandat actif. Ils recevraient de l'argent de GNL pour en faire la promotion. Laurent Théoret, qui sont ces membres? Oui, Antoine, pour commencer, lors de nos recherches approfondies, comme vous l'avez dit, après la nouvelle sur le fait que Promotion Saguenay ait octroyé 42 000 $, on a découvert justement des personnes qui vont recevoir de l'argent de la part de Gazoduc. Donc, ces personnes, je vous les nomme, là. Il y a Mélissa Coulombe-Leduc, Geneviève Couture, Daniel Desharnais, Vincent Fournier-Gosselin, Jonathan Gagnon et Justine Lalande. Plusieurs d'entre eux sont soit directeurs, conseillers ou même vice-présidents dans l'équipe de TAC. Pour ceux qui ont un mandat avec Gazoduc inscrit sur le registre des lobbyistes du Québec, le montant perçu par ceux-ci se trouve entre 10 000 et 50 000 $ et ceux qui ont un mandat inscrit avec GNL, c'est un peu moins de 10 000 $. Le problème dans ce cas-ci, évidemment, c'est que les gens cités plus haut se retrouvent donc à être payés par le privé, donc Gazoduc, et par le public, soit par Promotion Saguenay. Et quelle est la réaction de Coalition Fjord? En effet, on a joint le co-porte-parole de la Coalition Fjord, Adrien Guibert-Barthez. Il trouve évidemment déplorable qu'il y ait un lien très étroit qui existe entre les lobbyistes, les élus et les promoteurs. Je vous invite à l'écouter. Ça pose beaucoup de questions sur la façon démocratique d'accepter le projet, parce qu'au final, ce projet-là, même si on commence à entendre parler depuis un an seulement, ça fait plusieurs années qu'il y a des démarches qui sont faites pour qu'il soit mis en place. Puis ça se passe sans que le public soit au courant, sans que tous les élus soient au courant aussi. Donc, on a beaucoup de questions sur l'aspect démocratique de la chose. Vous avez rencontré M. Guibert-Barthez lors des consultations publiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Comment se sont déroulées les consultations? Ils se sont bien déroulés. La première rencontre qui avait lieu justement à 1h cet après-midi. Donc, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada est venue parler du fonctionnement du projet de GNL. Ils sont aussi venus parler des versions provisoires des grandes lignes directrices du projet. On peut entendre la gestionnaire de la commission d'examen de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, Catherine Bellé-Jourdain. Donne des directives aux promoteurs pour fournir leur étude d'impact. Donc, ça indique quels renseignements, quelles études sont nécessaires pour la réalisation de l'étude d'impact. Eh bien, merci Laurent. Et la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, croit que la région se tire dans le pied au niveau économique et environnemental avec le dossier de GNL Québec. De passage au cégep de Chicoutimi en conférence devant une cinquantaine d'étudiants, elle affirme être en accord avec les deux députés bloquistes qui ont mentionné hier être en faveur de développer le domaine de l'aluminium plutôt que le projet GNL. Jérémy Bezeau, pourquoi la députée de Tachereau croit-elle que la région se tire dans le pied? Eh oui, Antoine, Mme Dorion qui croit que c'est vraiment pas une bonne idée pour la région. Et je la cite, c'est des milliardaires qui veulent du cash. Pourquoi on les écoute comme s'ils voulaient notre bien? Ils ne veulent pas notre bien, ils sont presque jamais venus ici et ils se foutent de ce qui se passe dans la région. Fin de la citation. Catherine Dorion nous explique justement pourquoi ce serait une catastrophe selon elle au niveau économique et environnemental. On l'écoute. Dans 10 ans, ça sera plus bon. Tout le monde désinvestit du gaz naturel liquéfié ces temps-ci parce que justement, ça produit des GES puis qu'on est déjà prêt à transitionner vers les énergies propres. On n'a pas besoin de ça. Puis que d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique aussi. C'est pas vrai que ça va remplacer du charbon. Et quant à la conférence, le message qu'il faut retenir, c'est que la lutte environnementale est liée à la culture? Et effectivement, selon elle, la lutte environnementale est directement liée à la culture. Un peuple, eh bien, c'est des gens qui sont différents, mais qui sont tous ensemble en bout de ligne. Et la publicité et la consommation a fait en sorte que la culture a été comme celle-ci. Et selon elle, eh bien, la population doit arrêter de se mettre en tête le fait qu'on doit seulement avoir un gros projet. On doit pouvoir élargir ses horizons en ayant plus qu'un seul projet. Et il n'y a rien de plus unificateur, selon elle, que les luttes environnementales.
Il y aura une soirée au Café Cambio ce soir à 19h organisée par Québec solidaire. Et en quoi consistera-t-elle? En fait, ce sera une soirée de mobilisation. Ça va permettre aux militants qui sont impliqués dans ce dossier-là de vraiment se faire une tête sur le projet de GNL Québec. Et il y a plusieurs personnes dans la région qui ont peut-être une opinion, mais qui ne sont pas armées au niveau des arguments. Eh bien, ça sera vraiment la soirée parfaite pour aller chercher le plus d'informations possible sur ce sujet-là. Et les touristes européens, merci Jérémy. Les touristes européens s'intéressent beaucoup à l'élevage de l'alpaga. La propriétaire de la ferme Les Alpagas Lala du domaine des Rois à Saint-Ambroise, Sonia Pelletier, offre des visites guidées à tous ces touristes venus auprès de la région pour visiter son élevage. Avec l'aide de son mari, Mme Pelletier s'occupe de son cheptel qui s'élève à plus d'une cinquantaine d'animaux. Un reportage de Marie-Michel Bourassa. Sonia Pelletier possède une ferme d'alpagas. Lors de ses débuts à l'été 2014, elle possédait 25 têtes. Aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé. Elle effectue toutes les tâches reliées au bien-être de ses animaux. En fait, l'alpaga, c'est pas un animal qui a besoin de grands soins comme d'autres animaux peuvent avoir des problèmes de santé. C'est des animaux qui sont grégaires, qui sont tough. Vous voyez que c'est en plein hiver, ils peuvent être dehors aussi. Donc, c'est pas des animaux qui vont avoir des maladies très souvent. La tonte de la fourrure de l'alpaga se fait à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Madame Pelletier prend environ 1h15 pour tondre, mais elle fait aussi les autres soins nécessaires au bien-être de l'animal, comme la coupe des griffes et des dents et l'administration du vaccin annuel. Étant un animal possédant peu de moyens de défense, les alpagas sont enclins à être la cible de certains prédateurs. Madame Pelletier n'a plus ce genre de problème depuis qu'elle possède des chiens. La première année qu'on est arrivé ici, le soir, j'entendais les coyotes. Il y a beaucoup de coyotes. Et puis, mes deux voisins n'avaient pas de chiens. Fait que là, mais maintenant, mes voisins d'en face ont des chiens aussi. Fait que, on n'entend plus ça du tout, là. Puis ça a duré juste une automne, là. Okay. Mais eux sont de garde aussi. Puis, vu qu'ils font leur territoire partout, bien, ça empêche les prédateurs de vouloir venir s'introduire dans les enclos. Mais l'alpaga possède tout de même un moyen de défense bien connu de tous. Il crache. Oui, l'alpaga n'a pas beaucoup de défense. Ouais. C'est soit qu'il va cracher ou qu'il va s'enfuir. Fait que, donc, oui, le crachat fait partie de son... surtout, ils vont cracher entre eux. Okay. Tu sais, moi, c'est sûr que j'en ai déjà eu en pleine poire. Je me trouvais entre les deux. Mais en fait, non, ça va cracher surtout pour leur dominance. Okay. Un qui est plus gourmand que l'autre va vouloir manger, donc avant l'autre, fait que là, il va cracher dessus. Mais oui, ça crache, là. Puis, regardez sur le mur, là, j'ai gardé ma mosaïque de crachat. Parce que c'est pour montrer aux gens que oui, justement, ça craque. Le prix d'un alpaga se définit selon la qualité de sa fibre. Cela peut varier entre 1 500 et 20 000 $. Les produits dérivés faits à partir de fibres d'alpaga sont nombreux. Des bas, des mitaines, des tuques et des foulards. Avec l'aide d'une couturière, Mme Pelletier fabrique aussi des sacs. Elle fait également affaire avec une coopérative au Pérou qui lui envoie des produits qu'elle vend dans sa boutique. Ce genre de produits dérivés possède un bon rapport qualité-prix selon Mme Pelletier. Une bonne sucre tricot double et réversé, ça joue dans les 65 $. Donc, vous allez aller acheter du synthétique, vous allez payer ça, puis vous allez geler terriblement. Là. Mme Pelletier possède environ une cinquantaine d'alpagas sur son terrain à Saint-Ambroise. L'été, c'est environ une trentaine de personnes par jour qui viennent visiter sa ferme. Un reportage de Marie-Michel Bourassa pour ATN Nouvelles, Saguenay. À l'instar de ce qui s'est fait ce matin à plusieurs endroits par la Fédération des syndicats de l'enseignement, des enseignants mécontents ont installé des banderoles géantes pour signifier au gouvernement Legault qu'il n'a pas soutenu ses promesses électorales. Alexandre Brière, pourquoi les syndicats a-t-il choisi les banderoles comme moyen de pression? Eh bien, Antoine, on a parlé avec Aline Baudouin ce matin. Elle, c'est la présidente du syndicat de l'enseignement du Saguenay. Le but des banderoles est très simple, c'est de se rendre visible partout à travers la région sur le territoire afin de marquer un grand coup d'éclat. Ils en ont posé à quelques endroits, dont le viaduc sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, aux abords de la polyvalente de Jonquière, devant l'Odyssée des bâtisseurs à Alma ou encore sur le viaduc à Saint-Félicien. Je présente la banderole en question à l'instant.
C'est une caricature où on voit le premier ministre François Legault et le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui portent des masques. Ils représentent les fausses promesses électorales faites par M. Legault qui devaient améliorer les conditions de travail et rendre cette profession attrayante alors que les enseignants ont plus de tâches à effectuer, en plus d'offres de salaires très insatisfaisantes. Je vous laisse entendre ce que Mme Beaudoin avait à dire sur le sujet. Le gouvernement qui voulait faire de l'éducation une priorité, puis de vouloir valoriser la profession enseignante, il n'y a rien là-dedans qui fait en sorte que c'est très attirant pour devenir enseignant. Au contraire. Et que craint le syndicat de l'enseignement? C'est très simple, Antoine. Le syndicat a peur que la même rhétorique qui s'est produite lors des négociations du projet de la loi 40 se reproduise. Pour faire simple, le projet de la loi 40 a servi à transformer les commissions scolaires en des centres de services. Mme Beaudoin clame qu'ils ont été bâillonnés lors des négociations de ce projet de loi. Donc, le syndicat craint encore une fois que ça se reproduise, alors qu'en ce moment, ils sont en négociation pour une nouvelle convention collective. Les demandes syndicales étaient pourtant très simples, c'est-à-dire de tenir en compte la composition des classes, également alléger le fardeau des enseignants. Mais le dépôt patronal, non seulement il n'a pas répondu à ces demandes syndicales-là, il a rajouté des heures de travail aux professeurs, entre autres de la récupération ou de la préparation des cours en classe. Donc, ça fait plus de corrections à la maison et ça fait une hausse de la charge de travail. Et bien évidemment que la Fédération des commissions scolaires n'était pas en accord avec le projet de la loi 40, oui. Donc, voici ce que Mme Beaudoin avait à rajouter là-dessus. Puis, pour ce qui est par contre du dépôt patronal dans les négociations présentement, là, il était d'accord avec tout ce qui a été déposé. Donc, pour nous, c'est très, très insultant. Merci, Alexandre. Ça m'a fait Le plaisir. ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé cet après-midi la création de 102 nouvelles places en CPE destinées principalement aux parents étudiants pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont 2680 places qui ont été créées dans l'ensemble du Québec à la suite d'un appel de projet lancé en mars 2019. Après qu'un confinement ait été nécessaire au cégep de Jonquière pour des raisons de sécurité il y a 2 semaines, plusieurs établissements scolaires de la région ont entrepris d'adapter leurs procédures de sécurité en cas de menace. L'UQAC, qui occupe 14 bâtiments, a récemment adopté une méthode de communication innovatrice pour rejoindre les étudiants et les enseignants en danger. Ma collègue Gabrielle Morissette s'est entretenue avec la directrice des affaires publiques de l'UQAC, Marie-Caroline Laflamme. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quelles sont les nouvelles mesures que l'UQAC a entreprises pour mieux réagir, par exemple, à un confinement barricadé. Il faut dire qu'avant l'événement qui s'est produit là, au cégep de Jonquière, on a déjà commencé à travailler notre plan de mesures d'urgence depuis à peu près 1 an et demi. Okay. Et la première chose qu'on voulait mettre de l'avant, c'était l'appel en cas de mesures d'urgence. Comment est-ce qu'on rejoint les gens? Les étudiants, les professeurs, les gens qui sont dans la communauté, parce qu'on a quand même 14 bâtiments qui sont sur le campus, donc les communications, pas évident. On a adhéré à un nouvel outil, une nouvelle application qui s'appelle ECHO et qui nous permet, lorsque les gens le téléchargent, de pousser en fait là, des mesures d'urgence, des avertissements. Peu importe les mesures d'urgence. Peu importe les mesures d'urgence à l'ensemble des gens qui téléchargent l'application. Donc, le défi par rapport à cette application-là, qui est super efficace, c'est de s'assurer que l'ensemble des étudiants la téléchargent. Que tout le monde l'ait, oui. Effectivement, en début d'année, et que les professeurs aussi l'aient. On a pris pour acquis que dans un groupe de à peu près 30 personnes, par exemple, dans une classe, il y a toujours au moins quelqu'un qui regarde son téléphone. Alors, ça devrait bien se rendre comme ça. Donc, en ce qui concerne la mobilisation en mesure d'urgence, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, les gens, alors voici ce que vous devez faire, bien ça, je pense qu'on a quand même une belle solution entre les mains. Puis, est-ce que vous avez fait des tests avec l'application? Est-ce que ça a été testé pour voir si ça fonctionnait bien? En effet, on a fait des tests d'évacuation. Alors, on a fait des tests, par exemple, où on a simulé un incendie et on a demandé établissement, là, je vous dirais installation par installation aux gens d'évacuer à partir de cette application-là, ce qui a bien fonctionné. Puis à la suite de la notification, par exemple, là, sur notre téléphone, est-ce que les mesures sont bien en place ou il y a des nouvelles choses qui sont arrivées? Alors, avec ce qui s'est passé à Jonquière, on a réalisé qu'on devait mettre à jour de façon constante nos plans de mesures d'urgence. Alors, oui, quand on envoie ça, on peut dire aux gens, alors, mesure de confinement, vous devez rester dans vos classes, fermer la porte et tout ça, on peut le dire avec l'application. OK, il y a des directives. Exactement, c'est possible de donner des directives. Sauf que il faut qu'on donne des directives qui sont adéquates et qui sont à jour. Alors, c'est vraiment une espèce de combat de tous les jours de s'assurer qu'on est toujours aux normes, ça correspond toujours aussi à nos installations, parce que les choses changent. On fait des rénovations, il y a des classes, par exemple, qui vont changer de fonction. Alors, il faut s'assurer qu'on est toujours au fait de ça et que quand les gens reçoivent les directives, bien, qu'on prenne en compte aussi les particularités des milieux. Oui.
Mais vous aviez déjà un plan en tant que tel, Tout à c'est fait. juste de s'assurer qu'il soit bien adapté. En effet, on a déjà un plan de mesures d'urgence sur place, mais maintenant qui traite un paquet de mesures d'urgence. Ouais, c'est ça. Les incendies, fuite de gaz, par exemple, une explosion dans un laboratoire. Et là, mesures de confinement. Ça peut être confinement parce qu'il se passe quelque chose à l'externe, un nuage toxique, quelque chose comme ça. Ou dans le cas que vous avez vécu, confinement, effectivement, à l'interne, là, parce qu'il se passe quelque chose. Dans ce cas-là, c'était peut-être quelqu'un potentiellement armé. Là. Puis est-ce qu'il y a des choses qui doivent être adaptées pour justement un confinement barricadé dans les locaux? Ou... Bien, clairement, il y a des mesures à mettre en place, entre autres au niveau là, des portes qui peuvent être barrées, au niveau aussi des stores qu'on doit mettre dans les fenêtres. Est-ce qu'on est 100% adéquat là-dedans? Non. C'est vraiment un travail de longue haleine là, pour s'assurer qu'on on ratisse en fait là, tout ce qui existe comme locaux, qu'on les mette aux normes. Alors, c'est un travail qu'on fait, par exemple, ça, il faut le dire, mais on le fait de façon continue. Ouais. Puis est-ce que les enseignants ou les personnes travaillant à l'UQAC sont formés pour ce genre d'événement ou vont l'être? Bien, je vous dirais qu'on a déjà eu des vagues de formation. Okay. Maintenant, ça fait déjà quelques années. Alors oui, il faut remettre ça sur le plancher. Il faut que les professeurs comme les employés aussi réalisent que lorsqu'on fait face à l'événement, et qu'on n'a pas été formé, c'est encore plus paniquant, en fait, que quand on a eu la formation de départ. Puis à la suite de ce qui s'est passé au cégep de Jonquière, est-ce que, par exemple, vous allez faire plus d'exercices ou plus de pratiques? Oui, bien, on a un plan, en fait, là, vraiment en marche pour sensibiliser les gens et effectivement là, les mettre dans des situations d'exercice, de simulation de mesures d'urgence. Alors, nécessairement, là, dans les prochains mois, dans la prochaine année, le confinement va devenir un exercice là, qu'il va falloir faire. Oui. Puis, est-ce que vous dites qu'il faut que ça s'adapte, puis à chaque fois, est-ce que vous croyez qu'un jour, on va arriver au moment où nos mesures vont être parfaitement adéquates? Je pense que non, parce que notre environnement évolue sans cesse. Alors oui, elles sont adéquates. Maintenant, on doit vraiment traiter un plan de mesures d'urgence comme étant un travail en continu. Et c'est là qu'on réussit à avoir des mesures les plus adéquates possibles. Mais vous savez, malheureusement, c'est lorsqu'on vit une mesure d'urgence qu'on est vraiment en mesure de voir où sont les failles puis s'adapter pour la prochaine. On fait le maximum possible, ça, il faut le dire. Mais il y a les exercices qui nous permettent déjà de voir les failles. Puis quand on est face à une mesure d'urgence, bien souvent, il y a une part d'improvisation pour mettre de l'avant. Oui, exactement. Ouais. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la directrice des communications et des relations publiques de l'UQAC, Marie-Caroline Laflamme. Les chocolateries et les fleuristes voient leurs commandes augmenter à l'approche de la Saint-Valentin. Pour être en mesure de répondre à ces demandes, la production débute plusieurs semaines avant le 14 février. De nombreuses personnes souhaitent acheter un cadeau à leurs êtres chers. Un reportage de Lilia Gaulin. Le commerce Plantes et Fleurs, situé au Carré Davis à Arvida, doit prévoir les commandes de fleurs plusieurs mois à l'avance pour cette occasion. Tout de suite après Noël, il faut acheter les fleurs, réserver les fleurs parce que la Saint-Valentin, c'est une fête qui est mondiale. Donc, l'offre est vraiment, vraiment sollicitée. Si tu ne réserves pas tes fleurs à l'avance, ben c'est pas cette semaine que tu peux t'acheter des fleurs. Seulement un événement dans l'année est plus rentable que la Saint-Valentin pour ce fleuriste. Il est débordé depuis, je dirais, depuis le début de la semaine, facilement. C'est plus que... C'est la deuxième grosse fête en importance dans l'année pour un fleuriste, à mon avis. Tout d'abord, il y a la fête des mères. Ensuite, il y a la Saint-Valentin. Des employés ont été engagés pour l'occasion. En boutique, on est 2, je dirais, pour faire le roulement régulier des commandes. À la Saint-Valentin, pour vous donner une idée, en boutique avec la livraison, on est 9. De son côté, la chocolaterie Lulu voit elle aussi sa production augmenter. Le régulier est toujours là parce que Saint-Valentin, ça sera toujours le 14. Mais cette année, c'est vraiment très fort. Le chocolat est fabriqué quotidiennement au 2e étage du commerce. Je vais vous dire une belle chose, que tout ce que vous voyez en montage, tout ce que vous voyez, c'est tout moi qui les monte et la mère du propriétaire qui monte les fleurs. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est très particulier. Vous avez nulle part autre que vous allez voir ce que j'ai moi ici. Et c'est fait toujours avec amour, avec passion et patience. Chaque montage vendu par la chocolaterie est unique. Notre chocolat Lulu, c'est un chocolat de qualité, c'est un chocolat de chez nous. Et la production et le commerce. Ça part d'en haut, la production est en haut, où on se parle. La production est en haut et ça descend directement en bas. Plus frais que ça, madame, là, vous le faites chez vous. Les commerçants de la région sont débordés à l'approche de la Saint-Valentin. Les fleurs et le chocolat resteront toujours des classiques. Lilia Gaulin, ATM Nouvelles, Saguenay.
L'humoriste Guy Nantel s'est lancé officiellement ce matin dans la course à la chefferie du Parti québécois. M. Nantel fera face maintenant au député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, à l'avocat Paul Saint-Pierre Plamondon et à l'historien Frédéric Bastien. Mon collègue Jérôme Gagnon s'est entretenu avec l'élu de Jonquière. Jérôme, quelle a été la première réaction de M. Gaudreault à la suite de l'annonce de M. Guy Nantel? Alors oui, Antoine, Sylvain Gaudreault a salué bien sûr la bienvenue à M. Nantel. M. Gaudreault a bien hâte de débattre et d'entrer dans cette course à la chefferie. Il m'a dit aussi qu'il était confiant de vaincre M. Nantel et les autres collègues du Parti québécois qui se sont lancés dans cette course à la chefferie. Et croit-il que l'humoriste a sa place parmi les autres candidats à la chefferie? Bien, il m'a avoué, Antoine, que ce dernier avait tout simplement le droit, selon les règlements du Parti québécois. Il a déposé son argent et il a fait toutes les démarches pour participer à cette course. Donc, M. Nantel a tout à fait le droit, Antoine. Donc, on l'écoute. Tant que ça ne devient pas une farce, là, dans le sens que, puis je ne dis pas ça juste pour M. Nantel, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sérieux, là, le travail de chef de parti, comme c'est sérieux la vie politique aussi, et il faut être capable de débattre correctement. Alors moi, j'ai confiance qu'avec M. Nantel, c'est comme ça que ça va fonctionner. Jérôme, vous êtes aussi allé sur le terrain afin de savoir si la population serait à l'aise de voter pour un humoriste? Oui, je suis allé voir les gens sur le terrain directement. Les gens sont à l'aise avec Guy Nantel. Ils voteraient pour lui. Et ils seraient à l'aise aussi avec le fait qu'il soit humoriste. Ça ne les dérange pas. Et allons tout de suite à la rencontre de ces gens qui sont tout simplement sympathiques. Tout de suite, allons les rejoindre. Effectivement, c'est toute une gang de clowns pareil. Okay. Ça fait qu'un humoriste, c'est pas plus clown que les clowns qui sont déjà là. C'est un gars qui ça fait assez longtemps qu'il critique la politique. Tu sais, il y a toujours de quoi nous faire raisonner à certaines choses. Tu sais, faire comprendre à quelque chose. Moi, ça me dérangerait pas. Il va se faire britcher, là, tu sais, veut dire, ils vont dire, il aurait dû rester là, lui, puis, parce qu'il est bon dans... Puis ce qu'il a à dire, là, il est meilleur de le dire dans des farces que de le dire vraiment en position de politicien. Le travail qui m'influencerait, ça serait vraiment ses points de vue et sa personnalité. Je le connais pas beaucoup. Moi, je connais pas beaucoup les jeunes humoristes que je connais, c'est Charrette à Yvon Deschamps, à peu près. Ouvert à tout le monde. Si les idées sont bonnes, on les appuie. S'ils sont moins bonnes ou ils correspondent pas à nos cordes, bien, on choisit quelqu'un qui est plus dans... Fait que moi, qu'il soit humoriste ou pas, si son programme y a de l'allure, bien... Ça me dérange pas tant qu'il sait de quoi qu'il parle, puis que moi aussi, lors de son discours, ça fait du sens, puis il a l'air d'être en ligne. Un barrage routier a été installé à Alma, près de l'école primaire Saint-Sacrement, par la Sûreté du Québec 2 jours avant la fin de la campagne M'as-tu vu? Depuis le 3 février, la campagne souligne l'importance d'être attentif à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Un reportage d'Ophélie Babin. 30 maximum. Tu peux aller à 30? 30 km. 30 km? 30 km/h. 30 km/h, c'est la limite permise lorsqu'on circule en voiture dans une zone scolaire. Un barrage routier a eu lieu cet avant-midi sur la rue de la Gare Ouest, près de l'école Saint-Sacrement, dans le cadre de la campagne provinciale M'as-tu vu? Pour l'occasion, des élèves accompagnés de policiers et de contrôleurs routiers ont distribué des dépliants aux automobilistes afin de leur rappeler l'importance d'être attentifs lors de leur passage dans une zone scolaire. Écoutez, on prend toujours des écoles où il y a une problématique avec soit les parents qui viennent chercher les élèves sur l'heure du midi ou les automobilistes qui ralentissent pas assez aux abords des écoles. Même si la campagne est efficace, la Sûreté du Québec juge qu'il est important de refaire la campagne à toutes les années afin de s'assurer de la sécurité des jeunes. Ophélie Babin, ATM, Alma. Prendre soin de sa santé d'abord et avant tout, c'est le message que l'ex-joueur de football professionnel Étienne Boulay tenait à passer hier soir lors de sa conférence à l'hôtel La Saguenayenne de Chicoutimi. L'événement a été organisé par le groupe Conseil Filion, spécialisé en santé et sécurité au travail. Un reportage de Michael Leblanc. Le groupe Conseil Filion organisait cet événement dans le but de sensibiliser les gens et les travailleurs à l'importance de prendre soin de soi et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide dans les moments difficiles. On veut pousser les gens à ouvrir leur esprit, à être attentifs au comportement peut-être des gens autour d'eux, les amis, la famille. Tu sais, quand il y a des changements de comportement, des fois questionner, puis c'est ça, créer cette ouverture d'esprit-là.
Lors de sa conférence, Étienne Boulay a raconté à la cinquantaine de personnes présentes son parcours de vie sinueux du temps où il était un garçon qui rêvait de jouer au football professionnel jusqu'au moment où il a réussi à se sortir de l'enfer de la dépendance. Il a aussi admis qu'il faisait ses conférences dans le but d'exposer les problèmes qu'il a vécus et ainsi éviter d'y retomber. Il espère aussi que son histoire puisse aider les gens dans des situations ardues à se reprendre en main. Quand tu fais semblant que tu n'as pas de problème, tu t'ouvres une porte, je trouve, à peut-être rechuter. Fait que je me suis dit, en m'ouvrant complètement et en me livrant, là, il n'y a plus de bullshit. Je peux plus mentir à personne, je peux plus me mentir à moi-même. C'est su, c'est connu. Fait que il y a une espèce de volet d'autoprotection, si on veut, là-dedans. Ouais. Les représentants de groupe Conseil Filion étaient très satisfaits à la suite de l'événement. Étienne Boulay est vraiment quelqu'un d'entier, ça se sent. Il a pris la peine de faire des liens avec ce qu'on fait, même si on ne lui avait pas demandé. J'aurais pas pu demander mieux. Ce fut somme toute une conférence réussie par groupe Conseil Filion et Étienne Boulay. Ces derniers rappellent d'ailleurs que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter. Michaël Leblanc, ATM Nouvelles, Saguenay. Le documentaire Tenir tête du réalisateur Mathieu Arsenault, c'est une façon de donner de l'espoir à ceux qui souffrent de la maladie affective bipolaire. Le réalisateur terminait aujourd'hui sa tournée de 3 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il souhaiterait que son documentaire puisse voyager partout au Canada. Un reportage de Marie-Pierre Lebrun. J'avais envie de changer le message, changer la cassette, puis donner un modèle positif, puis de l'espoir là-dedans, parce que ça n'existait pas un film comme ça, là. 7 représentations en 3 jours. Le documentaire a été diffusé à Alma, Jonquière et Chicoutimi, autant dans les cégeps, à l'université et dans les salles de spectacle. Le but, rejoindre le plus de gens possible. Le problème, c'est les préjugés que les gens ont, ce qui empêche les gens de se soigner, parce que personne ne veut avoir ça, cette étiquette-là, sur la tête. C'est comme, qui veut ça, être étiqueté avec une maladie mentale grave? Personne. Le tout a été possible en région grâce à Francine Turcotte, elle-même atteinte de la maladie. C'est un film authentique. C'était un coup de foudre. Je me suis dit, c'est un bijou, ce film-là. C'est la première fois que je vois ça en 30 ans, là, que ça soit aussi bien expliqué. La manie psychotique, la dépression majeure, puis le rétablissement surtout. Aujourd'hui père aidante, elle avait déjà beaucoup de contacts en région puisqu'elle avait déjà fait des conférences dans les cégeps. L'espoir, mais en même temps l'impact qu'il y a sur l'entourage. Après la projection d'hier soir au côté court, comme à l'habitude, la projection s'est suivie d'une discussion avec le réalisateur. Celle-ci a permis au public de poser leurs questions. Un documentaire comme ça, avec une richesse incroyable, je ne peux pas m'empêcher de demander au réalisateur, s'il te plaît, dis-moi, toi, avec ton recul, puis comment tu as vécu ça de l'intérieur, puis qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi comme suggestion pour comment intervenir? Mathieu Arsenault sera de passage demain à l'UQAC. Il envisage également une tournée partout au Canada. Ici Marie-Pierre Lebrun, ATM Nouvelles, Saguenay. Les artisans du milieu radiophonique soulignaient aujourd'hui l'utilité et l'intemporalité de ce média dans la société. Depuis maintenant 9 ans, le 13 février est reconnu comme une journée mondiale de la radio par l'Assemblée générale des Nations unies. Un reportage de Marianne Bélan. La journée internationale vise à sensibiliser l'importance de la radio dans la société. Selon l'UNESCO, il s'agit du média le plus consommé au monde. Je pense que c'est l'occasion de se rappeler à quel point la radio est présente dans notre vie. On s'en rend pas toujours compte. On rentre dans la voiture le matin. Bien, même avant ça, on s'est réveillé des fois avec notre radio réveil. Et dans la voiture, on syntonise une station régionale pour avoir de l'information, pour écouter de la bonne musique, pour savoir connaître la météo. Je pense que c'est vraiment le média de proximité. Pour cette édition, la journée prend le thème de la diversité divisée en 3 catégories, soit le pluralisme dans le paysage radiophonique, encourager la diversité dans les salles de rédaction et promouvoir la diversité éditoriale ainsi que dans les programmes. Et je pense que la radio doit être de son temps, donc avoir des voix à l'antenne qui reflètent aussi cette diversité-là, qui apportent une couleur d'opinion, une couleur de point de vue. Donc je pense qu'il faut rester pertinent à ce niveau-là. Les différents intervenants sont fiers de souligner l'efficacité et la capacité d'adaptation de la radio à travers le temps. La radio se porte très bien.
Et c'est le média, je pense, qui va s'en sortir le plus parmi tous les autres médias qui existent. C'est le seul média, à mon avis, qui s'est justement, qui n'a pas eu à évoluer tant que ça, et qui s'est le mieux adapté, du moins à l'ère numérique. Même Internet fait partie aussi. Les gens nous écoutent d'un peu partout maintenant, ce qui n'arrivait pas avant. Il fallait être présent où l'antenne est présente. Maintenant, on peut être écouté de partout au Québec. La Journée internationale de la radio est fêtée à travers le monde pour une 9e année consécutive. Pour ce faire, plusieurs stations ont ouvert leurs portes au public. C'était Ariane Belland pour ATM Nouvelles, Saguenay. Tisser des liens avec le public en leur offrant une soirée des plus festives, voilà le mandat que se sont donnés les professeurs du Conservatoire de musique de Saguenay qui présenteront ce soir leur concert annuel à la salle Jacques-Clément. Pierrick Pichette s'est entretenu avec l'un des enseignants responsables du spectacle, Jonathan Nemtanu. Monsieur Nemtanu, bonjour. Bonjour. À quoi s'attendre du spectacle de ce soir? Ben déjà, on espère un bon spectacle. On a vraiment envie de partager un beau moment convivial et aussi assez familial avec le public, de montrer qu'en fait, on peut faire de la musique de haut niveau, mais dans la détente et dans l'amusement, en fait. Exact. Et quelles seront les principales œuvres qui seront présentées? Pouvez-vous nous en dire quelques-unes? Oui. Alors, il va y avoir des œuvres qui vont être de l'époque baroque. Il va y avoir du Bach, il va y avoir c'est par exemple un concerto pour 2 violons. Donc, il y a 2 violons accompagnés au piano. Il va y avoir des œuvres plus romantiques, comme une pièce pour piano seul de Schumann. On va même avoir du trio, et puis il va y avoir des œuvres classiques, mais plus typées, comme le Grand Tango de Piazzolla, ou encore une pièce presque jazz de Kulesza. Voilà. Et quel a été le processus pour choisir ces différentes œuvres-là qui seront présentées ce soir? Il y en a tellement. Il y a tellement de pièces, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités que finalement, on s'entend tous bien entre les professeurs. On a une vraie bonne connexion. Et puis, quand on se vend, on se dit, est-ce que tu as envie de jouer ça? On dit, bah oui, pourquoi pas, ça serait super. Donc, c'est un peu ce qui nous arrive quand, par exemple, on joue des grands tangos de Piazzolla, comme je disais. C'est juste, on se regarde, on se dit, ça te tente? Bah oui, ça va. Exact. Et d'ailleurs, servons-nous un peu de cette passion-là que vous avez. Ouais. Allons écouter un petit extrait de ce à quoi le public aura droit ce soir au concert des professeurs du Conservatoire de musique de Saguenay. Donc vraiment, ça promet pour ce soir. Et quelle est la préparation qui est requise par un spectacle de cette envergure? Il faut pratiquer. C'est un peu ce qu'on dit toujours. La préparation, c'est une fois qu'on a décidé ce qu'on allait jouer, il y a des pièces qu'on peut faire presque en lecture à vue, c'est-à-dire on met la partition et puis on se met à la jouer. Il y en a d'autres qui demandent plus de travail, qui demandent plus de préparation. Donc ça peut varier. Il y en a qui peuvent, par exemple, pour l'autre professeur de piano, va jouer un mouvement très difficile de la sonate de Schumann, de la fantaisie, pardon, de Schumann. Et puis, c'est une pièce qui, à apprendre, peut mettre vraiment très longtemps avant de mûrir, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'elle va utiliser pour jouer ailleurs aussi, donc à réutiliser, à jouer toute sa vie, parce que on va faire progresser une pièce toute sa vie. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples et faciles d'accès. Donc ça dépend. Il y en a qui sont vraiment plus compliqués que d'autres, et on va chercher une subtilité dans chaque, que ce soit au niveau de l'interprétation, de la couleur, ou déjà au niveau de pouvoir jouer les notes, que ce soit pour tous les instruments. Voilà. Et outre cette complexité des pièces, est-ce que c'est difficile pour des enseignants de concilier le travail avec les élèves et la préparation de ce spectacle-là? Oui et non. C'est parce qu'on est professeur, mais avant tout, on est des musiciens. Avant tout, pourquoi on en est arrivé là, je pense, c'est parce qu'on a décidé relativement tôt dans nos vies d'en faire notre métier.
de savoir que c'était notre passion et que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire presque nuit et jour et d'arriver sur scène. Donc, une fois qu'on est sur scène, ce qui nous a animés, c'est de montrer à nos élèves et de partager à une jeune génération, une plus jeune génération, ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire comment arriver à ça, comment allumer cette flamme, faire de la musique une passion. Et il s'agit d'un spectacle qui est présenté annuellement. Comment décririez-vous la couleur de celui de cette année? Moi, j'ai envie de dire la fête, encore une fois. Moi, j'ai vraiment envie de dire c'est un moment de partage, c'est un moment sans prétention, c'est un moment de joie. On a un public qui nous suit quand même assez souvent, un public qui est très fidèle. Et puis en même temps, on a la chance d'aller chercher un nouveau public qui nous connaît moins. Donc c'est un mélange de tout ça, d'essayer de... Exact. Une grande fête. Et aura-t-on droit à cette grande fête l'an prochain? Tous les ans. Tous les ans. Tant qu'on sera là, il y aura de la fête. Monsieur Nemtanu, merci beaucoup. Merci à vous. Je m'entretenais donc avec Jonathan Nemtanu, un des deux professeurs responsables du concert du concert des professeurs du Conservatoire de musique de Saguenay, qui sera présenté dès ce soir. Dans le monde du sport maintenant, après avoir connu une période difficile au cours de laquelle ils ont encaissé la défaite à 3 de leurs 5 derniers matchs, voilà que les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté leur dernière rencontre face aux Voltigeurs de Drummondville de façon presque parfaite. Cette victoire devrait insuffler une dose de confiance à la troupe de Yannick Jean, qui est au cœur de la course pour le premier rang de la Ligue de hockey de junior majeur du Québec, en compagnie du Phoenix de Sherbrooke et des Wildcats de Moncton. Ils ont quitté le Saguenay pour un voyage de 3 matchs en Abitibi. Un reportage d'Élie Duquet. Les Saguenayens ont quitté un peu plus tôt aujourd'hui Chicoutimi pour entreprendre un voyage de 3 matchs en autant de jours. Vendredi, les Sags seront du côté de Val-d'Or afin d'y affronter les Foreurs, une équipe à qui ils disputeront la victoire à 3 reprises lors de leurs 4 prochaines parties. Pour l'entraîneur-chef de la formation Yannick Jean, cela ne change en rien à la préparation de ces hommes. On a des blessés, on veut changer un petit peu notre manière de penser, notre manière de se comporter sur la glace. Notre priorité, c'est notre équipe. Ça n'a absolument rien à voir. Ça me passe sans pied de par-dessus la tête l'adversaire de l'autre côté. Si les Saguenayens avaient accordé pas moins de 28 filets à leurs 5 dernières parties, leur dernière victoire face aux Voltigeurs de Drummondville leur a fait le plus grand bien. L'excellente prestation défensive des Bleus, qui ont remporté cette partie au compte de 3-1, permet de faire croire à l'entraîneur-chef que son équipe va dans la bonne direction. On a fait un gros pas, puis même je te dirais 2 en avant. Ça a été un contraste avec les matchs d'avant ça. Je pense que notre équipe, année après année, on a toujours joué de la même manière. Puis il faut revenir justement à cette identité-là qu'on avait un petit peu perdue dans les dernières semaines. En plus de discuter de l'abolition des bagarres lors d'une réunion qui aura lieu le 20 février prochain, les propriétaires et présidents des 18 formations de la LHJMQ regarderont aussi la possibilité de passer d'un calendrier de 68 parties à un de 60 ou 64 matchs par saison. Yannick Jean serait-il en faveur d'emprunter cette avenue? Oui, sûrement, mais c'est plus haut que moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont étudié la situation. Il y a des comités de recommandation. Il y a des spécialistes là-dedans qui vont faire valoir leurs points, je pense, dans les prochaines semaines, justement pour que les membres prennent les bonnes décisions. Mais oui, certainement que ça peut pas nuire au développement de nos joueurs d'avoir quelques matchs de moins. Les Saguenayens de Chicoutimi seront du côté de Val-d'Or demain soir afin d'y affronter les Foreurs. Sans surprise, ça devrait être le gardien Alexis Chang qui défendra la cage des Saguenayens de Chicoutimi qui tenteront du même coup de remporter une deuxième victoire consécutive. Et l'étiquette ATN Nouvelles, Jonquière. Le projet de remplacement du Grand Prix cycliste de Saguenay ne verra pas le jour. La Fédération québécoise des sports cyclistes n'a pas accordé les licences nécessaires. C'est ce qui a été confirmé ce matin par le directeur général de l'événement, Simon Ouellette. Les organisateurs avaient déjà annoncé il y a quelques mois qu'il n'y aurait pas de nouvelle édition en 2020. Et cette nouvelle signifie donc bel et bien la fin des projets cyclistes d'envergure à Saguenay. C'est ce qui complète ce web journal du 13 février. Mesdames et messieurs, au revoir.